Salut à toi et bienvenue dans l'eSpace, l'espace dédié à l'entrepreneuriat, ici à l'Université de Genève dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2020. Dans quelques minutes, nous aurons le plaisir de débuter une masterclass sur la digitalisation des professions libérales avec un accent particulier sur la Legal Tech. Une masterclass qui nous sera donnée par Nicolas Torrent, vice-président de la Swiss Legal Tech Association et qui est aussi co-organisée et co-hostée par le chapitre Genevois, étudiants de la dite association. Alors, comme vous le savez, cette masterclass s'insère dans le cadre d'une thématique journalière consacrée à l'évolution du monde du travail. Nous espérons donc qu'avec cette masterclass, vous verrez comment les professions libérales, et en particulier les professions juridiques, seront amenées à évoluer dans les années à venir. Nicolas Torrent, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir. Vous avez la parole. Super, merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir mes slides, s'il vous plaît? Voilà. Merci beaucoup. Alors, la digitalisation des professions libérales, on a beaucoup de choses à dire dessus. Et en même temps, beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, tout le monde sait qu'il y a des nouvelles technologies, tout le monde sait que c'est une bonne idée de s'y intéresser. Mais est-ce qu'on parle vraiment de pourquoi est-ce que c'est important de s'y intéresser? Comment est-ce qu'on s'y intéresse? Est-ce que je me lève le matin et puis je me dis je m'intéresse aux nouvelles technologies? C'est un peu plus complexe que ça. Il y a une méthode. Donc, je dois parler de la digitalisation et des legal tech, mais pour finir, je n'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe autour. Donc, dans ce que j'ai à dire aujourd'hui, il y aura un mode découverte de ce qui se passe autour de la digitalisation et de l'adoption de la legal tech. Évidemment, je vais en parler, bien sûr, mais c'est plutôt pour créer l'environnement qui va être favorable ou non à la legal tech. Donc, on va d'abord s'intéresser au monde du consommateur, parce qu'au final, c'est le consommateur qui fait qu'on a la legal tech aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il y avait une demande, et il y a des gens qui se sont rendus compte qu'on pouvait répondre à cette demande. Donc, on va s'intéresser au monde du consommateur, on va s'intéresser au concept de customer centricity, c'est-à-dire mettre le consommateur au cœur de l'entreprise et adapter les différentes structures de l'entreprise au consommateur. Ça veut dire le management, l'organisation elle-même de l'entreprise, la compréhension du client et la gestion du personnel. Tous ces aspects vont converger vers une amélioration de l'expérience utilisateur. On va après s'intéresser à la méthode. Eh bien, comment est-ce que concrètement je vais mettre en place une digitalisation avec un focus si nécessaire sur la legal tech? J'avais pensé parler du changement, on verra si on a le temps. En tout cas, on peut commencer. Donc le monde du consommateur, ça ressemble un petit peu aujourd'hui à ça. Vous voyez que je vois une très belle image, je vois un titre, je vois un rating, je vois un domaine, là en l'occurrence un café italien, je vois une description du café et je vois des horaires et une possibilité de réserver. Mais ça vient d'où ça? En fait, ça c'est le marché de masse aujourd'hui et ça vient principalement des GAFAM. Donc vous voyez à gauche de cette image, il y a ce qu'on appelle un wireframe. Avec tout en haut, il y a un rich media, comme on dit, c'est soit une vidéo, soit une photo, soit quelque chose d'attirant pour l'œil. On a un titre, on a une description et on a des actions. Et ça, l'idée, c'est Google Material Design. C'est un ensemble de règles que Google a établies pour favoriser le développement d'applications consumer-friendly, c'est-à-dire centrées sur le consommateur qui permettent au consommateur d'agir, de prendre des décisions. Donc ça devient aujourd'hui un standard. Et Google n'est pas le seul à le faire. J'ai parlé des GAFAM. Microsoft a son propre set de recommandations. Apple a son propre set de recommandations. La plupart des entreprises aujourd'hui, des leaders, proposent des modèles de conception de sites web. Et puis ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'on cherche à répondre à un besoin du consommateur. Il ne faut pas oublier que tous ces GAFAM investissent des sommes colossales dans le fait de comprendre le consommateur, parce que mieux on le comprend, mieux on peut répondre à son besoin. Le consommateur, il s'intéresse à vous parce qu'il veut que vous fassiez quelque chose pour lui, en tant qu'entreprise. Donc là, qu'est-ce que ça me dit, cette carte? Ça me dit que j'aime bien l'italien, donc ça me paraît intéressant pour moi. Je vois qu'il y a de la place en terrasse. Je vois qu'il y a 413 commentaires avec une moyenne de notes de 4,5 sur 5, c'est super. Je vois que ce soir, il y a de la disponibilité. Ça veut dire que je peux prendre une décision, ça veut dire que je peux agir, je peux acheter si je veux.
Et ça, c'est l'intérêt de ce type de design, c'est qu'il est concentré pour répondre à la demande du consommateur, lui permettre de prendre une décision et d'agir. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que le consommateur, il vient vers vous parce qu'il a un cahier des charges. En tant qu'entreprise, profession libérale ou pas, le consommateur vient vers vous pour vous dire « j'ai un besoin, j'ai besoin que vous m'aidiez à le résoudre, j'ai un cahier des charges ». De la même manière qu'une entreprise va choisir une solution logicielle ou une autre en se disant ben, « voilà mes contraintes, voilà mon budget, voilà ce que je cherche à réaliser, etc. » De la même manière, un consommateur va tenter de dire, par sa recherche sur Google par exemple, s'il tape café italien Genève, eh bien, il va se rendre compte que voilà, il y a plusieurs possibilités pour lui de dîner, et puis il va chercher celle qui lui convient le mieux. Il a un cahier des charges, il a un prix, il a peut-être envie d'être assis dehors vu les temps qui courent, il a peut-être envie d'y aller ce soir ou pas. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on va lui donner le plus rapidement possible pour qu'il puisse prendre une décision pour ses choix de sortie dîner. Et ça nous amène au concept de Customer Centricity. Le client nous engage pour réaliser un travail. Il faut qu'on remplisse son cahier des charges. Typiquement, dans le cadre d'une profession juridique, le client va rarement se dire « Tiens, j'ai envie d'acheter des heures d'avocat ». Il peut rien en faire des heures d'avocat. Il est plutôt en train de se dire j'ai absolument envie de commencer une nouvelle vie, mais je suis encore bloqué dans ma situation matrimoniale actuelle. J'aimerais bien pouvoir sortir de ça et commencer une nouvelle vie. Et il va engager un avocat, par exemple, pour que cet avocat l'aide à commencer une nouvelle vie. Le Customer Centricity, on le réalise grâce à une méthode. C'est pas du gut feeling, c'est une méthode qui s'apparente à la méthode scientifique. Et appliquer cette méthode, ça va permettre non seulement d'être agile au sein de l'entreprise, si on détecte que le marché évolue, on va pouvoir rebondir sur cette évolution et s'adapter presque en temps réel aux demandes du consommateur. Et puis, le Customer Centricity, ça demande une culture d'entreprise. C'est pas seulement le business développement qui doit s'intéresser à ce que veut le consommateur, c'est toute l'entreprise. Sinon, les différents départements de l'entreprise ne vont pas être alignés. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce concept. Le Customer Centricity, c'est la responsabilité de tous. C'est-à-dire qu'on a le management qui doit s'y intéresser, parce que si le management ne s'y intéresse pas, eh bien, personne dans l'entreprise va s'y intéresser à part le développement commercial. Tout le monde peut apporter quelque chose. Tous les différents organes de l'entreprise peuvent apporter quelque chose sur le Customer Centricity. Donc, j'ai dit une bêtise là? Non, c'est ça. Donc, chaque fois que l'entreprise cherche à mettre en commun des ressources, il faut que chacun dans l'entreprise parvienne à comprendre son rôle et puisse ramener des éléments importants pour comprendre le consommateur. Typiquement, si moi je suis aux ressources humaines et que je ne m'intéresse pas aux consommateurs, eh bien, quand j'engage quelqu'un pour l'entreprise, eh bien, je ne vais pas songer à ce que cette personne peut apporter du point de vue du consommateur. Et puis du coup, chaque fois qu'un élément de l'entreprise a un succès vis-à-vis du consommateur, eh bien, ça va faciliter le succès de tout le monde et de l'entreprise en elle-même. Donc, peut-être pour mettre en place ce contexte, il faut penser aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Quelle est ma vision en tant qu'entreprise? Qu'est-ce que je veux réussir à réaliser avec mon projet de digitalisation? Ça, quand on était au XVIe siècle, si on avait dit aux marins, écoutez, on vous met sur un bateau, on vous lance sur l'Atlantique et puis on verra bien ce qu'on trouve, ça fait rêver personne. Par contre, si on leur dit, alors c'était l'époque, c'était les standards de l'époque, mais si on leur dit, bah, écoutez, on va découvrir des nouveaux mondes, on va découvrir des colonies, on va avoir plein d'or, c'est beaucoup plus passionnant. Et aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas de vision, eh bien, elle ne peut pas expliquer à son consommateur pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et le pourquoi est très important, parce que quand on connaît les intérêts de la personne, on peut beaucoup plus facilement se dire « j'ai envie de faire du business avec ou pas ». La confiance, c'est quand même un des principaux facteurs grâce auxquels deux personnes vont faire du business. Donc, l'entreprise doit avoir une vision, elle doit avoir des objectifs stratégiques, par exemple, quelque chose d'aussi bête que je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 10%, c'est un objectif qui est simple, qui est concret, qui est mesurable, et on va pouvoir le mettre en œuvre beaucoup plus facilement que si on avait je veux faire mieux. Le fait de pouvoir mesurer son progrès est très important. Le fait de pouvoir se dire bon, j'ai besoin de quelles ressources,
J'ai besoin de quoi pour réussir mon projet d'augmenter mon chiffre d'affaires de 10%? Qui est responsable de cette augmentation? Parce qu'on ne peut pas tous être responsables du même projet, sinon le management va s'éparpiller, il y aura des instructions contradictoires, ça ne va pas fonctionner. Et puis, qu'est-ce que ça implique de faire ce changement? Je ne sais pas si vous avez vu récemment sur les réseaux sociaux, il y avait une fake news qui circulait, comme quoi une instance en France, qui n'était même pas compétente pour le faire d'ailleurs, avait publié des recommandations pour un confinement encore plus rigide en France. Et puis parmi les propositions, il y avait le passage au revenu de base inconditionnel, universel, d'ici 2021. Alors si on sait ce que c'est, ça veut dire démanteler complètement le service social français pour n'en garder qu'une toute petite partie. C'est irréalisable en un an. Donc le fait d'implémenter un revenu de base inconditionnel serait une mesure tellement complexe à mettre en œuvre, ça implique tellement de modifications dans le système actuel qu'on n'aurait pas pu le faire dans l'horizon qui était annoncé, c'est-à-dire 2021. Donc voilà, il faut se demander qu'est-ce que ça implique de mettre en place un nouveau système, et il faut se demander aussi qui est responsable de l'implémentation et du monitoring. Ensuite, il faut s'intéresser aux clients. Donc l'entreprise, évidemment, elle doit être organisée en fonction des besoins du client, du cahier des charges du client qu'elle cherche à remplir. Et puis après, il faut se poser plein de questions concernant le client pour essayer de mieux le comprendre. Parce que mieux on comprend son client, mieux on est capable de lui remplir son cahier des charges, de le faire mieux que les entreprises concurrentes et de conserver sa clientèle, d'attirer des nouveaux clients, de réagir aux effets du marché. Donc là j'ai mis toute une série de questions qu'on peut se poser. Par exemple, mais est-ce que je me suis déjà intéressé de savoir ce que mon client appréciait dans les services que je lui rends? Est-ce que je me suis intéressé de savoir comment se passe l'onboarding? Si j'ai un site web d'avocat, par exemple, est-ce que je me suis intéressé de savoir comment un client entre en contact avec mon étude et comment mon client va finalement commander mes services? Donc, est-ce que j'ai mis, par exemple, un client test à une table? Est-ce que je lui ai dit, écoute, essaye de commander un service? Ça s'appelle des tests d'expérience utilisateur. C'est quelque chose qui est codifié, c'est une réelle pratique. Et puis, je vais observer, là, je vois qu'il va sur la page contact, puis je vois qu'il se bloque. Pourquoi est-ce qu'il se bloque? Est-ce qu'il n'a pas compris comment ça marche? Est-ce qu'il n'est pas sûr d'avoir compris si je peux répondre à son besoin ou pas? Donc, on va observer le client, puis essayer de comprendre ce qui fonctionne ou pas pour lui. Qu'est-ce qui lui faciliterait la vie pour commander mes services? Si après, un client décide de recourir à mes services, il faut se demander comment se passe l'onboarding. L'onboarding, c'est le fait, par exemple, on imagine un grand bateau, il faut qu'une personne monte sur le bateau, et il faut s'assurer qu'elle est passager, qu'elle a un billet valable, il faut s'assurer qu'elle a un ordre d'appel. Il y a plein de questions qu'il faut se poser pour amener cette personne-là à la bonne cabine. Et ça, c'est l'onboarding d'un client. On va essayer de se dire, ce client, il a décidé d'utiliser mes services. Comment est-ce qu'il m'envoie son dossier? Comment est-ce qu'il m'envoie ses pièces? Qui est-ce qui lui donne les moyens d'accès à son dossier? Qui est-ce qui va lui donner de l'information? Comment est-ce qu'on lui dit, écoutez, il manque encore ça dans votre dossier? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et puis essayer de répondre au maximum aux besoins du client pour que ce soit pour lui une bonne expérience de travailler avec vous. Et là, la digitalisation, ça va apporter des éléments de réponse parce qu'on va se rendre compte que grâce à des solutions digitales, ou d'autres solutions qui ne sont pas digitales d'ailleurs, mais ça va être de faciliter l'onboarding du client, de faciliter l'interaction avec le client, de mieux lui offrir les moyens de résoudre son problème. Puis après, les critiques du client, il faut être ouvert aussi. Par exemple, est-ce qu'il est satisfait du prix? Est-ce qu'il est satisfait du service? Est-ce qu'il recommanderait le service à un de ses amis? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il ne le recommanderait pas? Est-ce qu'il pense que son problème est résolu? Le succès du point de vue de l'entreprise, ce n'est pas forcément la même chose que le succès du point de vue du client. Si moi, je mesure le succès en j'ai gagné le procès ou pas en tant qu'avocat, peut-être que le client le mesure selon un critère différent. Peut-être que pour le client, c'est je peux commencer une nouvelle vie. Et puis pour finir, s'il a gagné ou perdu, ce n'est pas si important que ça. Il faut vraiment clarifier ce que le client a cherché à obtenir en utilisant les services de l'entreprise et voir si son problème a été résolu. S'il n'est pas résolu, pourquoi? Est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois? Et donc, les opportunités que ça peut dégager, c'est on peut voir qu'il y a des critiques récurrentes, on peut voir qu'il y a des recommandations récurrentes. Si on voit que 80% des clients ne sont pas satisfaits avec l'onboarding, par exemple,
d'abord, on ne peut que le savoir parce qu'on leur a posé la question, mais surtout, eh bien, il faut se demander à quelle étape de l'onboarding est-ce que ça bloque, et puis comment est-ce que je peux améliorer cette étape pour que le client ne bloque plus. Ou alors, si j'ai 6 clients sur 10 qui me disent, bah, écoutez, ça m'arrangerait de pouvoir vous acheter un paquet d'heures à l'avance et puis d'utiliser mes heures quand ça me plaît, eh bien, pourquoi ne pas leur proposer un package d'heures? Et ça se fait en digitalisant le site web davantage, en proposant une de ces cartes à la Google où voilà, vous achetez 10 heures d'avocat, vous payez tel prix. C'est une commande qui peut être faite en ligne. C'est rapide, c'est efficace. Donc si 60% de vos clients aimeraient ça, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de le faire? Ça permet aussi de voir quels services fonctionnent bien et si on peut les améliorer, quels services fonctionnent moins bien. Est-ce que si je vois qu'il y a un des services qui n'est pas tellement apprécié des clients, est-ce que je dois continuer à le proposer? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser dans le cadre d'une digitalisation parce que ça permet de comprendre où je dois faire des changements et où je ne dois pas en faire. Et si je dois faire des changements, comment je dois les faire? Quels services sont à ma disposition? Comment je les implémente? Ensuite, l'équipe. L'équipe dans une entreprise, eh bien, elle revêt toute son importance parce que c'est elle qui interagit principalement avec le client. Et du point de vue de l'entreprise et surtout de ses employés, on se pose surtout la question de l'avenir. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, de travailler pour cette entreprise? Est-ce que l'entreprise investit dans mon futur? Est-ce que je suis encouragé à participer au succès de l'entreprise? Est-ce qu'on me donne les moyens de m'exprimer? Est-ce qu'on respecte les horaires de travail? Ce qui est très important aujourd'hui, parce que les gens, enfin, ça a toujours été important, mais dans l'économie d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus important de respecter les horaires de travail, parce que les gens veulent avoir leur vie privée. Et le fait de respecter ces horaires de travail, ça va donner à la personne davantage de motivation la plupart du temps. Elle va avoir une forme de reconnaissance envers l'employeur pour le respect qui lui est témoigné vis-à-vis de ses heures de travail. Et ça lui permet d'aller à la piscine, d'aller courir, d'aller passer du temps avec les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant avec le télétravail d'ailleurs. Le fait de pouvoir compter sur les travailleurs pour les salariés, pour qu'ils fournissent le travail sans avoir besoin de les surveiller tout le temps, eh bien, c'est quelque chose de très bien pour l'employeur, parce que payer pour qu'une personne soit assise à une table, ça apporte très peu de valeur ajoutée à l'employeur. En revanche, si cette personne, elle est motivée, elle a trouvé sa place et puis elle veut contribuer au succès de l'employeur, elle va apporter beaucoup plus à l'entreprise, elle va s'intéresser aux clients, elle va chercher à apporter sa pierre à l'édifice. Ça va être extrêmement intéressant pour l'entreprise. Et dans la situation contraire, on parle de perte de talent. Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer la perte de talent. En général, c'est toujours au détriment pour l'entreprise, parce que devoir former des nouveaux salariés continuellement, parce qu'on a un tournus très élevé, ça facilite pas la pérennité. On n'arrive pas à construire empiriquement les connaissances de l'entreprise. On n'arrive pas à augmenter progressivement la qualité de la compréhension du client et de son cahier des charges. Donc il faut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on perd des talents? Il y a des facteurs qui sont très connus, très courants. Le premier, c'est l'attitude commande et contrôle. Quand on a un patron qui est là pour faire le patron et qui n'est pas là pour l'idée l'entreprise, l'amener à livrer des produits de qualité pour le client, il est là pour exercer son rôle de patron. Ça, c'est un problème pour pas mal d'employés parce qu'ils n'ont pas l'impression de pouvoir contribuer, il n'y a pas l'impression qu'il y ait une réflexion commune, un projet commun. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas respectés, ce qui est très embêtant du point de vue d'un employé. Ne pas respecter les horaires de travail, le pendant de ça, c'est que si je sais que je dois être à disposition même après les heures de travail, je peux difficilement aller au cinéma, je ne peux pas aller à la piscine, je ne peux pas faire un dîner dehors avec mes amis, encore que maintenant ce ne soit pas la panacée de faire ça. Donc, il y a plein d'aspects qui vont être favorisés du fait que l'entreprise sait garder ses talents, sait convaincre ses employés de rester au sein de l'organisation et de contribuer. Le fait de vouloir plaire au patron, ça c'est encore un truc. Si le patron, si le critère de satisfaction de l'entreprise, c'est la satisfaction du N+1, c'est pas le bon critère d'allocation des ressources pour l'employé. L'employé, il faut qu'il travaille au service de l'entreprise et des clients. S'il travaille pour gagner les faveurs du supérieur, il n'apporte pas vraiment de valeur pour l'entreprise. L'entreprise ne va pas être agile, ne va pas pouvoir répondre plus facilement aux clients. Ça ne va pas apporter les bénéfices que ça pourrait apporter s'il y avait une culture d'entreprise plus orientée, esprit d'équipe,
et réponse aux besoins du consommateur. Donc les bénéfices d'avoir une bonne organisation de l'entreprise, un bon management qui fait confiance aux employés, qui encourage les employés à se former, à se développer personnellement, à arriver à des solutions, je dirais, plus inclusives, plus rémunératrices en termes de valeur personnelle, de reconnaissance pour le travail qui est fourni. D'abord, l'entreprise est beaucoup plus réactive vis-à-vis du marché parce que tout le monde va faire attention à ce qui se passe pour le client. Vous avez des employés, si ça se passe mal au travail quand ils sont malades, eh bien, ça va être le silence radio. Puis voilà, alors que s'ils sont contents et qu'ils veulent contribuer au succès de l'entreprise, eh bien, il y a plus de chances même s'ils sont malades, ils vont quand même essayer de faire quelque chose pour aider malgré leur absence. Ils vont coopérer, ils vont envoyer des infos aux collègues. Ça va bloquer beaucoup moins. On va conserver le talent plus longtemps. Ça veut dire que tout ce que l'entreprise acquiert comme connaissance sur le consommateur par son expérience et ses tests successifs, c'est un savoir qui va être conservé au sein de l'entreprise, qui va garder un avantage concurrentiel sur la compétition. Et c'est un savoir qu'il ne faudra pas transmettre à quelqu'un d'autre parce que cette personne a quitté. Et de manière générale, si on doit systématiquement travailler après les heures, eh bien, on est fatigué, on est moins productif, on a l'impression que l'entreprise est mal gérée. Ça, c'est dommage parce que si on a cette impression-là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'investir plus que ça. De toute façon, elle est mal gérée, elle ne va pas aller faire des étincelles. Donc, le fait de s'occuper vraiment de son équipe et de l'aligner, de lui donner vraiment envie de satisfaire le client et qu'il y ait de la communication entre tous les acteurs de l'équipe, ça contribue vraiment au succès d'une entreprise. Ça permet de savoir ce qu'on doit faire si on veut digitaliser, quels aspects sont importants. Ensuite, on peut enfin parler de la méthode. Alors ça, c'est la méthode classique scientifique. C'est-à-dire, on part d'une hypothèse qui peut tout à fait venir du gut feeling. Mes tripes me disent que, ça c'est l'hypothèse de départ. Je pars du principe que, voilà, alors j'ai un exemple de l'autre jour. J'ai une personne qui me dit, voilà, j'ai acheté une Audi Q3 parce que j'adore le design et j'adore les SUV. Bon, très bien. Et pourquoi tu n'as pas acheté une Mercedes alors ? Et puis du coup, on a creusé un petit peu le besoin, et puis on s'est rendu compte que le cahier des charges, c'était pas du tout celui qu'on pensait au début. Donc notre hypothèse de départ, c'était que la personne est fan d'Audi, parce qu'elle a choisi une Audi et pas une Mercedes. Ça c'est vrai, mais c'est pas suffisant pour comprendre ce que le client voulait. Donc on a pris cette hypothèse de départ qu'il y avait un intérêt pour un SUV, oui, qu'il y avait un intérêt pour Audi, et puis qu'on aimait le design. Donc, on a implémenté cette hypothèse. On a fait, par exemple, une campagne. Voilà, vous avez la belle voiture, vous avez la vidéo avec la belle voiture, vous avez des performances astronomiques, tout se passe bien. Et puis, on fait le test. On regarde quels sont les résultats. Est-ce que ma campagne publicitaire a donné des résultats plus élevés que ma dernière campagne ? Si c'est le cas, ça veut dire que j'ai touché juste, probablement. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que j'ai peut-être raté un élément. Dans les deux cas, je dois analyser mes résultats, formuler une nouvelle hypothèse et retester mon hypothèse. Donc là, en l'occurrence, après avoir clarifié un peu le besoin, il s'est avéré que le besoin réel le plus fondamental du client, c'était de déplacer du bazar. Et c'est pour ça que la personne voulait un SUV, c'était de déplacer du bazar d'un point A à un point B. Et une fois qu'on a compris que le besoin essentiel, c'est de déplacer du bazar, soit avec classe, avec puissance et probablement avec la marque Audi, pour le coup. Je ne suis pas sponsorisé, mais... Et une fois qu'on a compris ça, on peut faire un clip publicitaire en disant, eh bien, écoutez, oui, grâce à cette voiture, vous pouvez déplacer votre bazar d'un point A à un point B. Et puis, on montre quelqu'un qui a beaucoup de bazar et qui doit déplacer. Et là, on regarde si cette pub, eh bien, elle fonctionne mieux que la précédente. Quelles sont les réactions des gens ? On peut regarder sur les réseaux sociaux, on peut choisir plein d'indicateurs qui vont nous permettre de dire si notre campagne a fonctionné ou pas. Donc après, comment ça se passe en pratique ? On doit avoir des indicateurs clés de performance. Ces indicateurs, ils vont nous dire, voilà, qu'est-ce que je dois observer et mesurer pour déterminer si mon test est un succès ou pas. Donc ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas décider si un test est un succès ou pas en lançant le test et en regardant les résultats qui en sortent. Il faut dire au préalable, voilà ce qui constitue pour moi un succès, et si ce n'est pas ça ou plus,
eh bien, ce ne sera pas un succès. Donc, ça amène plusieurs écueils. Il faut d'abord ne pas changer les critères en cours de route, se disant non, mais j'ai lancé le test en voulant mesurer ça, mais en fait, après coup, je me dis que je vais mesurer ça parce que ça fausse les résultats. Il ne faut pas requalifier le résultat après l'expérience. Il ne faut pas se dire après l'expérience, ah mais non, mais en fait, ça c'est bien, puis c'est suffisant, je peux aller de l'avant avec ça. Non, il faut se dire, on avait prévu de qualifier ceci de succès pour une raison bien particulière. Donc si on n'a pas atteint ça, il faut se demander pourquoi on n'a pas atteint ça. Il ne faut pas se dire, oui, non, mais c'est suffisant, on avance comme ça. Et puis, il y a un écueil qui est très important, surtout dans les professions libérales, c'est de prendre le temps d'analyser ces résultats, de se faire donner des résultats qui sont utilisables, d'avoir des données fiables. Sans données fiables, eh bien, on ne peut pas vraiment prendre des décisions sûres. Il faut prendre le temps de regarder ce que les solutions sur le marché proposent. Il faut vraiment s'intéresser et prendre le temps de s'intéresser. Et ça, si je prends l'exemple des études d'avocats, il y en a plusieurs qui ne peuvent pas prendre le temps, d'abord parce qu'elles courent après les délais judiciaires, ou alors parce qu'il faut faire des recherches juridiques, parce qu'il y a des nouveaux clients à trouver. Donc, on va difficilement prendre le temps de s'arrêter, de se dire, OK, je vais faire le point sur mon entreprise, je vais faire le point sur ma stratégie, je vais regarder comment elle fonctionne, je vais recevoir des personnes externes qui vont pouvoir m'apprendre quelque chose sur ma stratégie. Donc, ne pas prendre le temps, c'est un véritable écueil, surtout dans les professions juridiques. Et les bénéfices qu'on peut tirer de cette méthode, d'abord, c'est de prendre des décisions plus sûres, c'est de construire une maîtrise empirique de son marché, savoir ce que les clients apprécient ou non, quelles sont les campagnes publicitaires qui ont fonctionné ou non. Alors je sais qu'on ne peut pas faire beaucoup de publicité dans la profession juridique, mais on peut quand même en faire. On peut avoir des campagnes de mots-clés sur Google, on peut vouloir se positionner, on peut avoir des sites web plus efficaces. Le fait de changer le design du site web, ça peut être considéré comme une campagne publicitaire parce qu'on va chercher à parler à ses amis, puis on va chercher à voir comment ils interagissent avec le site web, s'il y a plus de commandes au final ou pas. On peut créer des scénarios qui sont conformes aux règles sur la profession et qui permettent de tester si on a amélioré notre offre clientèle ou pas. Et le fait de conserver et de documenter toutes les expériences qu'on fait, ça construit un savoir pour l'entreprise qui va lui permettre de mieux maîtriser le cahier des charges de son client, de mieux maîtriser qui est son client et de répondre mieux à ses besoins dans le futur. Parce que plus on a des chiffres stables aujourd'hui, plus on peut anticiper le futur, plus on peut savoir qu'à telle période de l'année, il y a une baisse d'activité, à telle période de l'année, il y a ce domaine du droit, par exemple, qui va avoir plus de succès. Donc voilà, c'est vraiment des outils qui vont permettre une bonne gestion, une bonne prévisibilité pour les décisions stratégiques de l'entreprise. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, c'est enfin le moment de parler un peu de LegalTech et de digitalisation, évidemment. Donc, est-ce qu'on fait de la digitalisation pour faire de la digitalisation? Pas vraiment. Si vous avez votre entreprise, qu'elle vous donne des chiffres, que vous savez ce que vos clients attendent de vous, que vous êtes capable de réagir rapidement aux besoins du client, peut-être vous n'avez pas du tout besoin de digitalisation. L'essentiel étant de comprendre où on en est, quelle est notre rapidité d'adaptation face à une évolution du marché, et de savoir si on a besoin d'améliorer quelque chose ou pas. Si tout fonctionne bien, que votre clientèle est stable, qu'elle augmente régulièrement, parce qu'il faut savoir qu'on perd des clients au fil du temps, toute entreprise en perd, donc il faut aussi s'assurer qu'on gagne aussi des clients et que ce qu'on perd est compensé par ce qu'on gagne. Donc si on arrive à la conclusion que l'entreprise est stable, qu'elle est bien installée dans son activité, qu'elle comprend bien ses clients et qu'on n'a rien à améliorer, eh bien il ne faut rien toucher. Il ne faut pas réparer quelque chose qui fonctionne. Par contre, si on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, eh bien, c'est là qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a des solutions de LegalTech qui peuvent m'aider? Donc, il faut identifier d'abord les aspects sur lesquels on veut travailler. Est-ce que je veux améliorer la collaboration interne de mes équipes? Est-ce que je veux mieux gérer la documentation? Est-ce que je veux mieux gérer mes délais? Je dois avoir constaté qu'il y a un problème dans mon entreprise ou vis-à-vis de mes clients que je veux régler. Et la LegalTech, ça va être une solution pour régler le problème que j'ai identifié. Il faudra s'intéresser pour le fait de savoir si c'est la bonne solution ou s'il y a une solution qui est meilleure et qui n'est pas proposée par la LegalTech. Typiquement, changer les process internes. Dire tout simplement, écoutez, on n'a pas besoin réellement de demander l'avis de cette personne.
Ces deux personnes-là peuvent travailler sans celle-là et ce sera plus efficace. Ce sera moins lent, il y aura moins de délai. Ça, c'est une amélioration qui est mise en évidence par le fait d'avoir fait toute cette analyse en amont. Par contre, on peut aussi se dire, cette amélioration-là, je peux la réaliser que grâce à une solution externe. Et c'est là que je vais m'intéresser au marché pour voir ce qu'il y a comme solution externe. C'est pour ça que c'est intéressant, surtout pour les managing partners des études d'avocats, de prendre le temps de recevoir les concepteurs de solutions Legal Tech pour leur communiquer leurs besoins, pour que ces derniers soient au courant de ce qu'ils doivent créer pour aider les avocats. Il faut aussi que les avocats puissent communiquer sur les budgets qu'ils envisagent pour une telle amélioration dans leur service. Si un entrepreneur qui a une idée, qui veut me vendre sa solution, vient me voir et puis il me dit, voilà, moi je veux créer ça, et puis la tranche de prix que j'envisage, c'est ça, moi je peux lui donner des retours intéressants, lui disant, écoute, ça à mon avis, ça va être trop cher, regarde avec d'autres avocats, mais moi, à mon avis, ça peut être trop cher, ou alors le pricing me paraît bien. Par contre, dans ta solution, il y a quelque chose dont j'ai besoin qu'elle ne fait pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc le fait d'avoir cet échange, ça va favoriser la création de solutions beaucoup plus pertinentes pour l'utilisateur, pour l'avocat, pour le client. Donc, à la fin de la journée, la Legal Tech, c'est vraiment le résultat d'une méthode. Est-ce que j'améliore ce que je fais? Si oui, comment? Quelles sont les solutions à disposition sur le marché? Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, je peux optimiser mon travail à l'interne ou à l'externe. J'ai pris ces deux grandes catégories. Et on parle de digitalisation en tant que de Legal Tech ici. Ce n'est pas juste la Legal Tech. Si je veux améliorer mon site web, je ne vais pas forcément utiliser une solution Legal Tech. Si je veux implémenter une solution dans mon site web qui a été créée par une Legal Tech, soit. Donc je peux m'intéresser à plusieurs aspects de mon entreprise. Je peux me dire, mais comment est-ce que je peux améliorer ça? Comment je peux améliorer ça? Là, je remarque que j'ai 3 avocats qui travaillent sur un dossier. Est-ce qu'ils nomment les pièces de la même manière? Est-ce que s'il y en a un qui tombe malade, les autres peuvent reprendre facilement son travail sans devoir courir au lit d'hôpital pour lui demander de l'aide? Toutes ces questions-là, c'est de l'optimisation interne. Et puis on va se demander si une solution pourrait me faciliter la vie. Et puis le cas échéant, est-ce qu'elle est dans mon budget? De qui je dois solliciter l'opinion pour valider ou pas l'adoption de cette solution, qui est-ce qui va être impacté par cette solution, est-ce que je dois amener maître X à la table ou maître Y, est-ce que je leur mets un délai pour qu'ils se prononcent aussi, parce que sinon on sait que l'activité d'avocat va prendre le dessus, et puis donner son avis sur une solution Legal Tech, on sait que ça va descendre dans la liste des priorités. Donc voilà, il faut optimiser le fonctionnement interne pour pouvoir prendre en compte les points d'amélioration, les pistes d'amélioration, voir quelles solutions peuvent permettre de développer ces pistes, de résoudre les problèmes qu'on a identifiés, et après, on teste, on implémente et on optimise. Donc, dès quand on adopte une nouvelle solution, en général, il faut changer les process. La plupart du temps, c'est un problème. Changer les process, les gens sont résistants au changement. Donc, il va y avoir une phase d'adaptation où tout le monde va se dire « Oh non, mais c'était mieux avant, je veux revenir en arrière ». C'est systématique. Chaque fois qu'on utilise un nouvel outil, il faut apprendre à l'utiliser. On peut avoir des formations à l'utilisation, on peut avoir des ateliers pour faciliter l'adoption. L'essentiel étant de consacrer le temps, comme je disais tout à l'heure. Il faut prendre le temps de prendre ces décisions, de revoir les résultats des tests qu'on fait et de décider comment on va de l'avant sur la base des résultats qu'on obtient. Et puis, on peut optimiser évidemment à l'externe, c'est-à-dire dans les rapports qu'on entretient avec les fournisseurs, les clients, les tribunaux par exemple. Le fait d'avoir bientôt Justitia 4.0 qui arrive et qui va inciter quand même à une digitalisation assez nette de la profession, parce que les pièces devront être envoyées via une interface web. Les pièces seront accessibles via une interface web. Ça, c'est typiquement un process où on s'est dit, il y a un problème. Le problème, c'est qu'on avait des avocats stagiaires qui allaient au ministère public pour prendre des photos avec leur téléphone des pièces d'un dossier. C'est absolument pas pragmatique, c'est catastrophique comme manière de fonctionnement. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des dossiers papier, il faut faire des photocopies. En plus, elles étaient chères, les photocopies. C'est mauvais pour l'environnement. Donc, on s'est dit, non, mais il faut faire mieux. Et puis, on a créé des dossiers électroniques, et c'est beaucoup mieux. Donc, les études d'avocats, elles vont devoir s'organiser à ce qui est en réalité un changement extérieur de leur environnement. Elles vont devoir s'adapter et puis du coup, elles vont chacune se demander qu'est-ce que moi j'ai besoin de changer au sein de ma structure
pour arriver à optimiser ma façon de travailler au regard de ce changement-là. Alors ça, c'est un changement qui est imposé aux avocats, c'est-à-dire ça va fonctionner comme ça, mais il y a des changements qui ne le sont pas, mais qui existent aussi. Si on a des clients qui tout d'un coup décident qu'ils veulent consommer différemment, eh bien, soit l'avocat va se dire « je ne veux pas prendre en compte ce changement, moi je suis satisfait comment je travaille », mais du coup, ça veut dire que les nouvelles générations de clients vont être moins nombreuses à se présenter à leur porte. Soit il se dit « je vais prendre en compte ce changement, comme mon organisation est centrée sur la prise en compte des besoins du client, je vais être en mesure de plus facilement réagir et adapter mon offre à ces nouvelles demandes du client ». Donc voilà, ça c'est pour vous donner un exemple de ce que ça signifie réellement la digitalisation et la legal tech. C'est pas je décide de faire de la legal tech, c'est je constate que j'ai un besoin d'optimisation dans mon entreprise, que j'ai un dysfonctionnement dans mon entreprise, que je n'arrive pas à atteindre les objectifs que je me suis fixés, et je vais chercher à améliorer ce constat pour résoudre le problème que j'ai identifié. Et la legal tech, eh bien, c'est une façon de résoudre ce problème-là. C'est un outil à disposition parmi d'autres. Certains avocats pensent que la legal tech va prendre des parts de marché. Dans la majorité des cas, c'est faux. C'est l'exemple typique des grandes marques qui disent la contrefaçon, ça nous prend des parts de marché, on perd du chiffre d'affaires. Mais en réalité, qu'est-ce qui vous prouve que celui qui a acheté un Gucci d'occasion, il aurait acheté, enfin un Gucci counterfeit, qu'est-ce qui vous dit qu'il aurait acheté le Gucci à 2000 francs? C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Le client qui va chercher son contrat sur un site canadien puis qui veut l'utiliser en Suisse, eh bien, il prend le risque que ce contrat ne soit pas adapté pour son service. Il sait qu'il est allé sur Internet, mais il y est allé parce qu'il avait des contraintes budgétaires qui ne lui permettaient pas de prendre un contrat auprès d'une étude d'avocat locale. Et la raison pour ça, c'est peut-être parce qu'il se dit « moi, je ne peux pas aller rencontrer l'avocat, je n'ai pas les moyens ». Ou alors peut-être qu'il faut voir le problème dans l'autre sens et se dire « est-ce que moi, en tant qu'étude d'avocat, je pourrais offrir ce modèle de contrat à télécharger sur mon site web ? Est-ce que c'est rentable pour une étude de vendre des contrats qu'elle a créés sur son site web ?» Chaque étude aura sa propre réponse. Pour une grande étude, peut-être pas. Pour une petite étude de quartier, pourquoi pas? Donc, c'est vraiment une question d'analyse de chaque situation pour essayer de comprendre ce qui peut aider l'étude à atteindre ses objectifs, à mieux servir son client. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je pensais parler du changement. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Oui, alors on a totalement le temps de s'intéresser à cette thématique. Ah, super alors. Alors, le changement, eh bien, une fois qu'on a décidé qu'on veut améliorer le changement, améliorer le changement, ça commence bien. Une fois qu'on a décidé qu'on veut améliorer quelque chose dans l'étude ou éliminer un problème dans l'étude, eh bien, le changement ne va pas se faire tout seul. Il va y avoir des gens qui vont être opposés au changement. Ils ne vont pas vouloir aller de l'avant, ils vont se dire « non, moi ça ne m'intéresse pas, j'ai toujours fait comme ça, je ne suis pas intéressé ». Et ça va être une force qui va empêcher le changement d'aboutir. Donc, il faut bien s'intéresser au process du changement quand on veut faire une évolution au sein de son entreprise, quand on veut proposer quelque chose de nouveau au client. Et le changement va concerner autant l'éducation de l'entreprise elle-même que l'éducation des clients, des fournisseurs, de toute personne qui va être affectée par ce changement. Donc, idéalement, il faut commencer par observer les tendances. On va se dire, mais qu'est-ce que je dois améliorer en priorité ? Qu'est-ce que j'ai le budget pour améliorer ? Par quoi je commence ? Qu'est-ce qui est le plus net et que je pourrais facilement améliorer en tenant compte des spécificités de chaque cas. Donc, une fois qu'on a la réponse à cette question, il faut clarifier le changement désiré. Il faut se dire, voilà, j'ai constaté qu'il y a ce problème-là. Une des façons de répondre à ce problème, ce serait de faire ça, ou de faire ça, ou de faire ça. Je vais passer en revue la liste de tout ce qu'il est possible de faire pour répondre au problème que j'ai identifié. Donc, une fois que j'ai clarifié le changement désiré, je vais le mettre par écrit, parce qu'il faut que toutes les personnes qui vont être amenées à se prononcer sur ce changement, qui vont être affectées par ce changement, eh bien, il faut les informer, il faut qu'elles soient on board avec nous, il faut qu'elles nous aident. Donc, on va clarifier le besoin le changement désiré, et puis, on va créer un plan d'action. C'est-à-dire, on va essayer de dire par quoi je commence pour implémenter ce changement. Alors ça,
Dans une étude d'avocat, ça peut être un problème parce que, de nouveau, dans une étude d'avocat, on se concentre principalement sur le respect des délais judiciaires, sur l'activité des délais, sur les délais des clients, sur le respect de la déontologie, sur l'obligation de diligence. Et on aura peu le temps pour faire des réunions, pour se dire, OK, on va s'aligner sur ce qu'on veut faire, on va essayer d'avancer dans notre process de changement et on va essayer de faire avancer le dossier. Et généralement, quand il y a plusieurs managing partners, il y en a toujours un ou deux qui sont plus réticents au changement que les autres. Donc, ces managing partners-là, il y a quand même le risque qu'ils ne soient pas présents aux réunions, et puis une fois qu'ils n'ont pas entendu, enfin, ils vont moins comprendre ce qu'on va faire, ils ne vont pas être en mesure d'accepter le changement, et puis si eux, ils n'acceptent pas le changement, tous les collaborateurs qui travaillent avec eux risquent de suivre cette même tendance, et ça peut être un souci pour la cohésion de l'équipe, parce que si certains vont dans un sens, l'autre vont dans l'autre sens, soit tout le monde converge et puis il y a une collision, soit tout le monde diverge et puis on va nulle part. Donc il faut que tout le monde soit aligné, arrive sur la même définition du résultat qu'on veut et contribue à l'effort. Donc dans une étude d'avocat, ce qui va être très important, c'est d'avoir une personne responsable du projet. Ça demande du temps, donc si les managing partners sont concentrés sur leur travail d'avocat, peut-être que ça a du sens de faire intervenir un tiers, quelqu'un d'externe à l'entreprise, et lui donner pour mandat de conduire le changement dans l'entreprise. Alors, il y a plusieurs types de changements. Il y a des changements radicaux et des changements incrémentaux. Changement radical, si on se rend compte aujourd'hui, il y a un désastre absolu, on doit absolument changer tout de suite. C'est ce qui risque de se passer aux États-Unis une fois que le nouveau président aura pris ses fonctions. Il y aura un changement radical de la réponse à la Covid-19. Et là, pour le coup, tout le monde va devoir faire un switch assez radical, assez net, assez violent le jour de son investiture. Eh bien, c'est la même chose dans une étude d'avocat. Si tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une chute drastique du nombre de clients, peut-être qu'on va devoir prendre une décision radicale, peut-être qu'on va devoir changer radicalement notre manière de travailler. Et ça, c'est quelque chose, il y a besoin de leadership. On ne peut pas juste l'improviser. Puis l'autre variété de changement, ce serait du changement incrémental, où on sait qu'on veut arriver à un objectif, on a le temps d'y arriver, donc on va y aller étape par étape. Si on veut adopter un nouveau logiciel, eh bien, on va commencer par le mettre, par exemple, chez une ou deux personnes qui étaient peut-être plus familières avec ce logiciel que les autres. On va leur demander de tester ce logiciel, d'essayer de voir s'il fonctionne ou non, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis, progressivement, on va l'étendre au reste de l'étude. Donc ça, c'est un changement beaucoup plus incrémental, qui est beaucoup plus doux pour l'entreprise, qui ne fait pas de coupure nette avec ce qu'on avait l'habitude de faire. Ça va être beaucoup plus facile à mettre en place. Et tout ça, ça doit se faire selon un plan d'action. Et il faut une personne qui est responsable de ce plan d'action. Donc, une fois que soit le managing partner, soit le conseiller externe commence à mettre en œuvre le plan d'action, il faut qu'il ait du soutien. Si les managing partners, chaque fois que la personne demande de l'aide ou que les collaborateurs disent « Non, j'ai un délai, je peux pas vous aider », eh bien, on est en train de gaspiller le temps de cette personne, qu'on paye d'ailleurs. Donc, c'est important de s'organiser à l'interne pour que la personne qui est en charge de conduire l'évolution au sein de l'étude, il faut s'organiser en interne pour que cette personne-là puisse faire son travail. Si elle ne peut pas faire son travail, le changement ne se produira pas. Tout le monde dira on ne le fera plus. Là, on a les chats chauds des crins l'eau. On a essayé une fois, ça n'a pas marché. Mais il faut se demander pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que tout le monde s'est impliqué? Est-ce que tout le monde a contribué à ce changement ou pas? Et du coup, se pose la question de la mise en œuvre. Et puis après, une fois qu'on l'a mis en œuvre, on veut faire du monitoring. On veut s'assurer que le changement qu'on a décidé de faire fonctionne. On veut s'assurer que ce qu'on a décidé de faire répond aux objectifs qu'on s'était fixés. Vous vous rappelez, quand on a vu la Legal Tech et ce qu'elle pouvait apporter, on s'est dit, qu'est-ce que je veux obtenir avec l'adoption d'une solution digitale, une solution ou d'une application Legal Tech? Qu'est-ce que je veux obtenir? Est-ce que ce résultat est mesurable? Si oui, quels sont les critères que je mesure? Eh bien, le monitoring, on va réutiliser ces critères et puis on va essayer de déterminer s'ils sont respectés ou non. Est-ce que là, je suis conforme à mes attentes? Est-ce que je suis en dessus ou est-ce que je suis en dessous? Si je suis en dessus, eh bien, très bien, ça c'est parfait, eh bien, je peux continuer comme ça. Si je suis en dessous, il faut que j'essaie de comprendre pourquoi. Donc,
le monitoring va être particulièrement important parce que, surtout au début, il y a toujours des problèmes, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on a une nouvelle solution qui arrive dans une étude, il y a des nouveaux problèmes, il y a des gens qui découvrent le software. Ils vont avoir quelque chose qui ne marche pas chez eux spécifiquement parce qu'ils ont leur ordinateur, ils ont leur façon de fonctionner. Et puis, on sait très bien qu'avec les ordinateurs, ça marche sur l'un, pas toujours sur l'autre. Donc, il va y avoir des problèmes qui vont être soulevés. Il y a deux personnes qui vont dire « Ah oui, moi aussi j'ai un problème. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Moi, je préférais l'ancien système. » Donc, la personne qui est en charge de conduire le changement doit être à l'écoute des collaborateurs, doit les aider à mettre en place ce changement, doit les accompagner. Il faut former les employés en permanence. Il faut les aider en permanence à développer leurs compétences, développer leurs capacités. Donc, le changement, ça implique certes l'adoption de nouvelles solutions digitales, mais il va impliquer aussi une évolution de la culture d'entreprise et une évolution de l'offre client. Donc, l'offre client, on va devoir s'intéresser à comment est-ce qu'on informe le client qu'on a une nouvelle offre. Est-ce qu'on lui fait un mailing? Est-ce qu'on lui met simplement l'offre à disposition sur le site Internet? Est-ce qu'on en parle autour de nous? Si oui, quel est le discours commercial qu'on va tenir? Eh bien, tout ça, c'est du changement pour le staff parce que lui, il n'a pas l'expérience de ça auparavant. Il n'a pas encore rodé sa façon de travailler. Donc, il va falloir l'onboarder. Il va falloir lui dire, bah, écoute, viens sur mon bateau, je vais t'expliquer comment ça marche, je vais te donner les clés du discours commercial, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir vendre notre nouvelle solution et comment tu peux répondre aux questions du client. Donc, le changement, ça va aussi être de dire, bon, bah, le plan d'action pour éduquer les clients, ça va être, je vais leur faire un email pour leur expliquer. Si c'est des relations avec des entreprises, du B2B, eh bien, on va peut-être organiser un rendez-vous avec l'entreprise pour lui présenter le nouveau service, lui expliquer comment elle peut en bénéficier, pourquoi c'est intéressant pour elle. Les produits ne se vendent pas tout seuls, hein. Enfin, peut-être les iPhones, oui, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc, la plupart des produits ne se vendent pas tout seuls. La plupart des produits demandent un effort de vente. Et l'effort de vente, il faut éduquer toutes les personnes qui vont y contribuer. Après, il faut se demander si les clients ont bien compris la solution et comment les clients l'utilisent. Parce que le client, peut-être que vous lui avez bien expliqué comment ça marche, mais peut-être que lui, il y trouve un autre usage que vous n'aviez pas prévu. Et ça, il faut en être conscient aussi. Et puis, il faut pas dire au client, non, vous n'avez pas le droit de l'utiliser comme ça, ça doit être utilisé comme ça. Il faut être suffisamment flexible en interne, dans l'organisation de l'entreprise, pour se dire, ah bah tiens, le client, il l'utilise comme ça, est-ce que ce serait bénéfique pour moi et pour le client de légèrement modifier mon offre pour me coller à ce qu'il cherche à faire? Parce que si c'est un client qui a un problème, bon, ça c'est une chose. Mais on a dit tout à l'heure, s'il y a plusieurs clients qui vous font la même recommandation, qui adoptent un comportement similaire, eh bien, c'est peut-être une opportunité commerciale. Et si je colle mieux au cahier des charges de mon client parce que je l'ai laissé me dire ce qu'il serait intéressé à faire, eh bien, je vais maximiser mes chances de répondre aux besoins clients. Je vais maximiser mes chances de résoudre son problème et réaliser son cahier des charges. Et du point de vue de la culture d'entreprise, eh bien, quand on arrive avec une nouvelle offre, quand on arrive avec une nouvelle application, quand on change les process de fonctionnement à l'interne, eh bien, ça ne se fait pas en un jour. Il faut monitorer comment ça se passe, il faut aller voir les différents acteurs qui font partie du changement, qui sont affectés par le changement. Et puis, il faut voir, est-ce que ça se passe bien pour eux? Est-ce qu'ils ont des difficultés à l'utilisation? Est-ce qu'ils ont des difficultés à la mise en œuvre? Donc, après, une fois qu'on a identifié s'il y en a ou pas, eh bien, il faut se demander, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux l'améliorer en changeant peut-être ce réglage-là? Est-ce que je peux l'améliorer en changeant l'interface utilisateur? Est-ce que je peux l'améliorer en organisant des séances de formation régulières? Si on fait une analogie avec la sécurité de l'information, 90% des failles de sécurité, enfin des brèches de sécurité dans les entreprises, c'est un employé qui a cliqué sur un email sur lequel il ne fallait pas cliquer. Donc, si moi, j'ai pris la peine de former mes employés en leur expliquant ce que c'est qu'une arnaque, en les entraînant à détecter les arnaques, eh bien, ils vont être beaucoup plus efficaces dans leur utilisation de mon système de sécurité de l'information. Ils vont mieux respecter les règles à l'interne parce que j'ai montré que c'est important pour moi, je leur ai donné les clés pour respecter ça.
Et je leur montre que je compte sur eux pour contribuer au succès de l'entreprise. Donc, c'est la même chose quand on parle du changement ici. Il faut vraiment accompagner tous les acteurs du changement. Il faut voir les difficultés que chaque acteur peut avoir avec le changement. Et il faut l'aider à surmonter ces difficultés. Ou alors, si ce n'est pas des difficultés qu'il faut surmonter, mais c'est lié à un problème de conception du logiciel ou c'est lié à une fonctionnalité du logiciel qui manque, eh bien, il faut se dire, mais comment est-ce que je peux régler ce problème-là? Et là, de nouveau, on va repartir sur la méthode qu'on a vue tout à l'heure. On va faire une hypothèse. On va dire, peut-être que si je change ça, ça va aller mieux. On va se dire, peut-être que si je change pas ça, ça va pas aller bien. Je vais essayer de combiner tout ce que je comprends du logiciel pour créer une version 2 de ce que j'essaye de faire. Et je vais tester cette version 2. Je vais l'implémenter, je vais la tester, je vais analyser mes résultats. Et puis, je vais pouvoir me dire, ah oui, est-ce que ça fonctionne mieux ou est-ce que ça fonctionne moins bien qu'avant? Si oui, pourquoi? Et là, je vais recommencer ma méthode, je vais repartir au stade où je formule une nouvelle hypothèse basée sur le résultat de mon précédent test. Et je vais refaire mon test. Et puis, je vais voir est-ce que j'ai amélioré ou pas. Et au final, c'est ça que font la plupart des grandes entreprises aujourd'hui, c'est l'utilisation d'une méthode qui s'apparente à la méthode scientifique pour obtenir des données, exploiter ces données, tirer des conclusions et améliorer ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que vous avez sur Google, la plupart des sites web, ce n'est pas juste une barre de recherche, mais Google, c'est juste une barre de recherche. Tout ce que Google fait, c'est vous donner des résultats. Même chose sur Booking.com. Booking.com vous donne des résultats pour vos vacances. Donc vous dites où vous voulez aller, combien de personnes, etc., les dates. Cliquez sur recherche, et c'est des gens qui investissent des millions de dollars dans le fait de faciliter cette interface. Ils font sans arrêt des tests utilisateurs pour affiner la même chose. La barre de recherche Google, l'affichage des résultats, les publicités, même chose pour Booking, l'affichage des résultats, comment est-ce que je peux réserver, comment est-ce que je peux faciliter l'expérience du client. Donc, une fois qu'on a compris vraiment cette méthode qui consiste à générer des données sur notre service, comprendre le client, comprendre de quoi il est content, de quoi il n'est pas content, ce qu'il aimerait peut-être pour améliorer le service, améliorer l'entreprise, améliorer le management pour que tout le monde soit en train de ramer dans la même direction, eh bien, ça va permettre d'aligner tout le monde, ça va permettre d'aligner tout le monde sur le besoin, le cahier des charges du consommateur. Donc voilà, j'en ai terminé. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Super. Pour moi, en tout cas. Nicolas Torrent, merci beaucoup pour cette masterclass qui, je pense, a été extrêmement enrichissante sur ces différents points que vous avez abordés. Comme j'ai pu aussi l'entendre dans votre masterclass, il y a cette notion de changement. Il y a cette idée que, finalement, on ne peut pas se contenter de rester là où on est, qu'il faut se donner une forme de dynamisme aussi vers l'avant. Mais j'ose imaginer que peut-être pour certaines études d'avocat, par exemple, cette direction que vous avez pointée leur semble peut-être un petit peu trop étrangère. Vous avez mentionné ces cartes à la Google. Certains avocats ne se retrouvent peut-être pas dans cette façon de proposer leurs services. Est-ce que c'est forcément vers là qu'on est en train d'arriver ? Alors, il faut bien voir de quel service on parle. Et puis, il faut prendre chaque entreprise pour elle-même avec ses propres clients. C'est vraiment une approche au cas par cas. On ne peut pas ignorer le fait que les modes de consommation aujourd'hui évoluent. Que j'aille sur Google ou sur Amazon ou sur le site de la COP, je vais avoir des cartes avec un rating client, avec une description, avec un prix, et je vais pouvoir passer ma commande. Ça, c'est la nouvelle réalité du client. Donc, le client, il a besoin de savoir ce qu'il achète, il a besoin de savoir ce qu'il va recevoir. Donc, plus l'étude d'avocat est en mesure de s'aligner avec ce que le client cherche à obtenir comme information, eh bien, mieux elle va être en mesure de remplir le cahier des charges du client. Je ne dis pas qu'il faut faire des cartes à la Google. Là, l'exemple, c'était de dire il y a une standardisation qui est en train de se produire parce que toutes ces sociétés qui investissent lourdement dans la compréhension du fonctionnement du client, eh bien, elles ont des effets qui se répercutent jusqu'en bas de la pyramide. Elles sont tout en haut, elles mettent les tendances, et puis après, tout se répercute. Si le client il peut acheter tous ses services facilement avec une carte, eh bien,
si on lui propose un mode de fonctionnement qui est différent, eh bien, ça lui demande plus de réflexion pour comprendre ce mode d'acquisition, ce mode d'achat différent, ça lui demande plus de compréhension. Peut-être qu'il va se dire, non mais je ne comprends pas, je vais passer à autre chose. C'est ça le risque. Et donc, il n'y a pas de solution toute faite pour chacun. C'est vraiment regarder ce qui se passe chez vous, comment vos clients fonctionnent. Est-ce que vos clients sont satisfaits, est-ce qu'ils arrivent, est-ce que vous ramenez régulièrement de nouveaux clients, ou est-ce que vous constatez qu'il y a un essoufflement? Et donc j'imagine en vous écoutant aussi que par exemple une étude plutôt internationale, très commerciale, n'aura pas du tout la même approche dans finalement la proposition de ses services qu'aura une petite étude qui fait principalement par exemple du droit des poursuites, etc. Non, pas du tout. Alors, une grande multinationale qui sert une grande étude internationale qui sert des clients B2B avec des budgets beaucoup plus importants, c'est pas de la même façon que ces clients-là consomment quand vous êtes une entreprise internationale puis que vous cherchez à acquérir des services juridiques. Vous avez un département juridique qui va vous communiquer les besoins, vous avez le département développement commercial qui aura des besoins. Donc c'est un processus qui est beaucoup plus formel. Et pour vendre à une telle structure, en général, il faut convaincre plusieurs personnes, je crois que c'est 5 là dernièrement. Donc c'est pas du tout le même client que monsieur et madame tout le monde qui veut récupérer une somme d'argent. Monsieur et madame tout le monde prend la décision elle-même. C'est une question de confiance, de prix, c'est une question de rapidité de service. Peu importe ce que le client a comme critère de succès ou ce qu'il recherche, le fondement est le même. C'est-à-dire que chaque client a ses propres critères qu'il recherche chez un prestataire. Charge à chaque prestataire de pouvoir bien comprendre ce que ses clients recherchent et de s'aligner avec ce besoin. D'accord. Et puis, pour prendre peut-être un petit peu de perspective, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être très, surtout peut-être dans le monde juridique, très axé sur, par exemple, Genève, sur la Suisse, mais peut-être un peu plus à l'international, en Europe. Est-ce qu'on a des écosystèmes peut-être un peu plus avancés sur ces questions de legal tech, par exemple, ou comment est-ce que vous comparez finalement la Suisse avec le reste du monde, l'Europe, etc. Alors, écoutez, c'est assez simple. À la fin de la journée, la Suisse, c'est 8 millions de personnes. Il y a moins d'opportunités que dans un marché comme les États-Unis où il y a 300 millions de personnes. Dès le moment où vous avez 300 millions de personnes, vous avez plus d'investisseurs, vous avez plus de structures pour aider les entreprises. Il y a aussi une mentalité qui est différente dans chaque pays qui favorise ou qui favorise moins l'entrepreneuriat. Mais bon, la Suisse a ses propres outils, ses propres atouts. Mais avec 8 millions de personnes, c'est compliqué de créer des nouvelles solutions, d'évoluer rapidement. Quand on a un marché, même comme la France, qui a 60 millions de personnes, eh bien, si vous cherchez des avocats qui vont travailler avec vous, vous allez avoir, il y a 30 000 avocats au barreau de Paris, par exemple. On ne parle pas des mêmes ordres de grandeur, et du coup, pour une société qui se lance, trouver des clients quand il y en a 60 millions, c'est plus facile de manière générale de croître et d'arriver à des résultats satisfaisants que quand il y a 8 millions de personnes, en fait. D'accord. Et puis, pour peut-être nous intéresser aussi aux plus jeunes générations, que ce soit par exemple des stagiaires, des avocats stagiaires ou des étudiants, qu'est-ce que finalement ils peuvent faire pour faire partie de ce changement, pour aussi contribuer à cet effort? Alors, je pense que la chose la plus importante, à mon avis, ce serait surtout de s'intéresser à autre chose que le droit. L'étude du droit, c'est très important d'avoir des bonnes notes, c'est très important de savoir comment il fonctionne, c'est le core business. Maintenant, un client, il aura d'autant plus confiance que vous maîtrisez son domaine d'activité. Donc, si vous vous êtes intéressé à d'autres domaines d'activité, si vous avez fait des stages en entreprise pour voir comment on fonctionne en entreprise, comment fonctionne le core business de d'autres entreprises, eh bien, ça va vous faciliter votre travail d'avocat. Si vous avez travaillé dans une boîte de développement de solutions software, eh bien, si après, comme avocat, vous voulez conseiller une de ces entreprises de création de software, eh bien, vous allez savoir comment elle fonctionne à l'interne. Ça va être beaucoup plus facile de parler le langage du client et de faire naître un lien de confiance. Il ne faut pas oublier qu'on fait du business avec les gens en qui on a confiance. Si on ne fait pas confiance, on ne fait généralement pas de business. Donc, moi, je dirais, aller tester tout ce qu'il est possible de tester, s'intéresser au marketing digital, s'intéresser à la gestion des ressources humaines, au développement commercial, s'intéresser à comment fonctionne Google, parce que Google est partout aujourd'hui, s'intéresser à comment fonctionnent les solutions qui sont sur le marché, qui peuvent aider la profession à se développer, savoir ce que les clients disent, savoir ce que
finalement avoir une vision beaucoup plus globale et profonde et pas rester dans l'écosystème juridique qui déconnecte un petit peu du monde des clients. C'est vraiment important d'entrer dans le monde du client, de comprendre sa réalité à lui pour pouvoir mieux le conseiller. Mhm. Et quand on parle aussi digitalisation, c'est un terme qui a été dans les parages déjà depuis quelques années. Dans le monde des services juridiques, par exemple, on en est où à peu près dans cette digitalisation? Alors, on a fait une enquête en Suisse en 2019 avec la Fédération suisse des avocats, donc la Swiss Legal Tech a fait une enquête. Elle a été publiée dans la revue de l'avocat, je crois que c'était juillet. La plupart des études ont déjà soit commencé un changement, soit envisagé de commencer un changement, soit sont conscientes qu'il faut faire quelque chose. Mais il y a très peu d'études qui se disent « je n'ai rien à faire, je suis très bien comme je suis, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit ». Ne serait-ce que parce que c'est toujours une bonne idée de se demander si on peut fonctionner de manière plus efficace à l'interne, avec de meilleurs outils collaboratifs, par exemple. Le simple fait de s'envoyer des documents Word, des écritures avec des track change, etc., est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire ça où on ne se trompe pas avec les versions, où la nomenclature du document est la même pour tout le monde, il y a peut-être des moyens d'optimiser la façon de travailler. Et même si on ne se dit pas « je veux faire du full digital, je veux une étude 100% en ligne, dématérialisée, etc. », on n'a pas besoin de se dire ça dépend du client d'ailleurs. Mais il faut toujours se poser la question, peu importe qu'on s'intéresse à la digitalisation ou pas, est-ce que je peux faire mieux dans mon entreprise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un point de blocage et que je pourrais améliorer? Est-ce que mes collaborateurs pagaient tous dans la même direction? Est-ce qu'ils sont tous alignés? Est-ce qu'on a une vision commune? Merci. Nicolas Torrent, merci beaucoup pour cette masterclass. Merci beaucoup à toi. Le temps est malheureusement écoulé. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Merci puis, beaucoup. nous vous disons donc à très vite.